Le jour où sa mère lui avait refusé un manteau neuf, prétextant que les garçons en avaient plus besoin, Émilie avait senti pour la première fois le froid glacial de l'injustice pénétrer son âme d'enfant de 8 ans. Ce refus anodin, lancé dans la cuisine étroite de leur maison à Saint-Étienne, une petite ville industrielle en déclin dans le centre de la France, avait planté en elle une graine de rébellion qui germerait des années plus tard en une identité qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle embrasserait avec ferveur. Et ce manteau manqué deviendrait le symbole inattendu d'une vie dédiée à réchauffer les cœurs gelés d'une communauté entière, transformant sa douleur personnelle en un acte de générosité collective qui défierait les normes sociales. Émilie grandit dans l'ombre de cette famille ouvrière où les rôles étaient figés comme les machines rouillées des usines environnantes. Son père, un ancien mineur reconverti en mécanicien, imposait une hiérarchie stricte, les fils d'abord, les filles ensuite. Son frère aîné, Pierre, recevait toujours les meilleurs vêtements, les jouets neufs, les encouragements pour l'école. Émilie, avec ses cheveux châtains souvent noués en queue de cheval et ses yeux verts curieux, apprenait à se contenter des restes. Mais ce manteau d'hiver, bleu marine avec une doublure chaude, qu'elle avait vu dans la vitrine du magasin du quartier, hantait ses rêves. Les garçons sortent plus. Ils ont besoin de chaleur, avait dit sa mère, les lèvres pincées, en lui tendant un vieux pull usé. Émilie avait ravalé ses larmes. Mais ce soir-là, blottie sous ses couvertures minces, elle avait juré intérieurement de ne plus jamais dépendre de quiconque pour sa propre chaleur. Les années passèrent, et Saint-Étienne, autrefois prospère grâce à ses mines de charbon et ses industries textiles, sombrait dans la crise économique. Les usines fermaient une à une, laissant des familles entières au chômage. Émilie, maintenant adolescente, excellait à l'école malgré les moqueries de ses camarades qui la traitaient de « garçon manqué » parce qu'elle préférait les jeux de ballon aux poupées. Elle se sentait différente, sans pouvoir mettre de mots sur ce sentiment. À 16 ans, lors d'une fête scolaire, elle rencontra Sophie, une nouvelle arrivée de Lyon, avec ses cheveux blonds courts et son sourire timide qui illuminait la salle de gym transformée en salle de bal. Sophie, orpheline élevée par une tante stricte, portait en elle une fragilité qui résonnait avec la solitude d'Émilie. Elles parlèrent toute la nuit, riant des absurdités de la vie. Et pour la première fois, Émilie sentit une chaleur intérieure qu'aucun manteau ne pouvait égaler. Mais cette amitié naissante éveilla en Émilie des questions troublantes. Pourquoi son cœur battait-il si fort quand Sophie la frôlait? Pourquoi rêvait-elle de ses yeux bleus plutôt que des garçons de la classe? La société française des années 2000, malgré ses avancées, gardait dans les petites villes comme Saint-Étienne des préjugés tenaces contre l'homosexualité. Les sermons du prêtre local, les ragots du marché, tout renforçait l'idée que l'amour devait être hétérosexuel, familial, productif. Émilie luttait intérieurement, se forçant à sortir avec un garçon du lycée, Mathieu, un fils d'ouvrier comme elle. Leur baiser était mécanique, vide. Et chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle se sentait plus froide qu'avant. Sophie, de son côté, confia un soir à Émilie qu'elle avait fui Lyon à cause d'une rumeur sur ses inclinations, lancée par sa tante qui l'avait surprise en train de lire un livre sur les droits des gays. « Je ne sais pas qui je suis », murmura Sophie, les larmes aux yeux. Et Émilie, le cœur serré, posa une main sur la sienne, un geste qui scella leur destin. La tension monta quand Pierre, le frère d'Émilie,
Surpris cette scène intime dans le parc municipal. « Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ?» grogna-t-il. Les poings serrés. Pierre, machiste et protecteur, incarnait les valeurs familiales rigides. Il rapporta tout à leurs parents, déclenchant une tempête domestique. Le père d'Émilie, rouge de colère, hurla, dans cette maison. On ne tolère pas ces déviances. Pense à notre réputation. Sa mère, plus nuancée mais terrifiée par le qu'en dira-t-on, pleura en suppliant Émilie de choisir le bon chemin. Émilie, déchirée, choisit de nier, de s'éloigner de Sophie pour apaiser la famille. Mais ce choix la hantait, la rongeait de l'intérieur, comme un froid persistant qu'aucun feu ne pouvait chasser. Sophie, blessée, disparue pendant des semaines, laissant Émilie seule avec ses regrets. Enfin, un soir d'hiver rigoureux, alors que la neige recouvrait les toits délabrés de Saint-Étienne, Émilie reçut un appel de Sophie. « Je pars pour Paris. Je ne peux plus supporter ça, dit-elle d'une voix brisée. Émilie, paniquée, courut jusqu'à la gare, ignorant le froid qui mordait sa peau à travers son vieux manteau. Elle trouva Sophie sur le quai, valise à la main. Et dans un élan de courage, elle l'embrassa pour la première fois, sous les flocons tourbillonnants. « Ne pars pas sans moi, murmura-t-elle. » Ce baiser marqua le début de leur relation secrète, mais aussi le commencement d'une série de conflits qui testeraient leur amour à l'extrême. La ville, en pleine récession, reflétait leur tourment intérieur, usine fermée, famille divisée, un froid social qui gelait les âmes. Émilie savait que ce choix signifierait des sacrifices. Mais elle était prête à payer le prix pour cette chaleur qu'elle avait tant cherchée. Les mois suivants furent un tourbillon de clandestinité et de passion contenue. Émilie et Sophie se voyaient en cachette, dans les cafés oubliés des quartiers périphériques de Saint-Étienne ou lors de promenades nocturnes le long de la Loire gelée. Émilie, maintenant âgée de 18 ans et inscrite en licence de sociologie à l'université locale, analysait avec acuité les dynamiques sociales qui les opprimaient. La société nous force à nous cacher comme des criminels, confiait-elle à Sophie lors d'une de leurs rencontres. Sophie, qui travaillait comme serveuse dans un bistrot pour payer ses études d'art, hochait la tête, ses yeux bleus emplis de détermination. Mais notre amour est réel, Émilie. C'est ça qui compte. Pourtant, cette réalité était constamment menacée par les pressions extérieures. La famille d'Émilie, soupçonneuse, multipliait les interrogations. Pierre, en particulier, devenait obsédé par la protection de sa sœur. Un jour, il la suivit jusqu'à un rendez-vous avec Sophie et les confronta violemment. « Tu vas détruire la famille avec tes bêtises », cria-t-il, attirant l'attention des passants. Sophie, terrifiée, s'enfuit, laissant Émilie face à son frère. Ce soir-là, de retour à la maison, une dispute éclata. Le père, apprenant l'incident, interdit à Émilie de revoir Sophie, menaçant de la déshériter bien que leur patrimoine se limitât à une maison hypothéquée. « Pense à ta mère, à sa santé fragile », ajouta-t-il, jouant sur la culpabilité. Émilie, rongée par le doute, se demanda si son amour valait la peine de briser sa famille. Elle choisit temporairement de se soumettre, annulant un week-end prévu avec Sophie, qui réagit avec une colère froide,
si tu me sacrifies pour eux. Alors qu'est-ce que ça dit de nous? Cette trahison apparente creusa un fossé entre elles. Sophie, se sentant abandonnée, se rapprocha d'un groupe d'activistes LGBT à Lyon, participant à des manifestations pour les droits des homosexuels. Émilie, de son côté, s'enfonça dans ses études, écrivant un mémoire sur les discriminations de genre dans les petites villes industrielles. Mais le froid intérieur persistait. Un incident majeur survint quand la mère d'Émilie découvrit des lettres cachées de Sophie. Au lieu de la confrontation attendue, elle pleura en silence, révélant son propre secret. Jeune, elle avait aimé une amie, mais avait renoncé par peur sociale. Ne fais pas comme moi. Mais sois prudente, murmura-t-elle. Cette révélation bouleversa Émilie, lui montrant que les chaînes familiales étaient forgées par des générations de silence. Elle décida de reconquérir Sophie. Mais celle-ci, blessée, avait commencé à fréquenter une autre femme, Clara, une militante charismatique. La jalousie consuma Émilie. Elle se rendit à Lyon pour une confrontation. Dans un café bondé, elle trouva Sophie et Clara main dans la main. « Comment as-tu pu » accusa-t-elle, les larmes coulant. Sophie, déchirée. « Avoua, tu m'as laissée seule ?» Émilie. « Clara me donne la force que tu n'as pas eue. » Ce fut un coup de poignard. Émilie rentra à Saint-Étienne, brisée. Et pour la première fois, envisagea de tout abandonner, son amour, sa ville, sa famille. Mais un événement extérieur changea la donne. L'usine principale de la ville ferma définitivement, jetant des centaines d'ouvriers au chômage, dont le père d'Émilie. La ville sombra dans le désespoir, avec des manifestations violentes et une augmentation des suicides. Émilie, voyant la souffrance collective, sentit un appel intérieur. Elle organisa une réunion communautaire, utilisant ses connaissances en sociologie pour unir les gens. Sophie, apprenant cela, revint, rompant avec Clara. « Je ne peux pas te laisser affronter ça seule, dit-elle. » Leur réconciliation fut fragile, mais réelle. Pourtant, les défis s'accumulaient. Pierre, maintenant au chômage, blâma Émilie pour les malheurs familiaux, l'accusant d'apporter la malédiction par son orientation. Une bagarre éclata quand il tenta d'empêcher Sophie d'entrer dans la maison. Émilie, défendant son amour, le repoussa physiquement, marquant une rupture définitive avec son frère. Le prix était élevé, Pierre quitta la famille, jurant de ne plus revenir. La mère, affaiblie par le stress, fut hospitalisée pour une crise cardiaque. Émilie se sentait coupable, mais Sophie la soutint. « Tu paies pour être toi-même ?» Et c'est courageux. Ensemble, elles élargirent leur action, créant un réseau d'aide pour les chômeurs, en secret nourri par leurs relations qui leur donnaient force. La ville, gelée par la crise, commençait à sentir une lueur de chaleur, mais les conflits personnels n'étaient pas résolus. Émilie devait encore affronter les jugements publics, et Sophie luttait avec ses propres démons d'abandon. La crise économique à Saint-Étienne atteignit son paroxysme avec des émeutes dans les rues, où les manifestants, frustrés par le manque de soutien gouvernemental, brisaient des vitrines et bloquaient les routes. Émilie et Sophie,
maintenant unis dans leur combat personnel et collectif, transformèrent leur appartement exigu en centre d'opération pour un groupe d'entraide. Émilie, avec son charisme naissant, mobilisait les voisins pour distribuer des repas chauds aux familles touchées. Nous devons nous réchauffer mutuellement, disait-elle lors des assemblées. Un écho inconscient à son enfance privée de manteau. Sophie, artiste dans l'âme, créait des affiches motivantes qui ornaient les murs de la ville, dépeignant des scènes d'unité sans jamais révéler leurs secrets. Mais les rumeurs circulaient, on chuchotait sur ces deux femmes trop proches. Un tournant dramatique survint quand le maire, un conservateur traditionnaliste, organisa une réunion publique pour calmer les tensions. Émilie y prit la parole, dénonçant les inégalités sociales et appelant à une solidarité inclusive. Son discours, passionné, toucha beaucoup, mais attira l'attention sur sa vie privée. Un journaliste local, flairant un scoop, fouilla et publia un article insinuant que Émilie était impliquée dans des relations non conventionnelles qui pourraient diviser la communauté. Le lendemain, des graffitis homophobes apparurent sur leurs portes. Sophie, paniquée, voulut fuir, c'est trop. Émilie, la ville nous rejette comme ta famille. Mais Émilie, forgée par ses épreuves, refusa, si nous partons, nous abandonnons tout ce pourquoi nous luttons. Ce choix renforça leurs liens, mais augmenta les risques. La famille d'Émilie, déjà fragilisée, explosa. La mère, sortie de l'hôpital, confronta sa fille, je t'ai soutenue en secret. Mais maintenant, tout le monde sait. Comment vais-je affronter les voisins? Émilie, les yeux emplis de larmes, répondit, maman. Je ne peux pas changer qui je suis pour plaire aux autres. Cette conversation marqua une évolution. La mère, touchée par la détermination de sa fille, commença à la défendre subtilement, partageant des repas avec Sophie. Mais le père restait inflexible, refusant de parler à Émilie. Pierre, de son côté, revint en ville, allié à des groupes conservateurs qui organisaient des contre-manifestations contre les déviants qui sapent les valeurs familiales. Il trahit sa sœur en révélant des détails intimes à la presse locale, amplifiant le scandale. Émilie se sentit poignardée. Comment mon propre frère peut-il me détruire ainsi? Sophie, pour protéger Émilie, prit une décision controversée. Elle contacta Clara, son ex, maintenant influente dans les cercles activistes parisiens, pour obtenir du soutien médiatique. Clara accepta, mais à condition d'une interview exclusive où Sophie devrait avouer publiquement leur passé commun. C'est le prix pour de l'aide, dit Clara. Sophie, déchirée, accepta sans en parler à Émilie, craignant sa réaction. L'interview parut, et bien qu'elle défende Émilie, elle révéla des détails qui humilièrent celle-ci. Émilie, découvrant cela, explosa, tu m'as trahi pour de l'aide? Comment puis-je te faire confiance? Leur relation vacilla, avec des nuits de disputes où chacune accusait l'autre de sacrifices égoïstes. Sophie pleura, je l'ai fait pour nous. Pour survivre à cette ville qui nous hait. Malgré le chaos personnel, leur initiative communautaire grandit. Ils ouvrirent un centre d'accueil pour les chômeurs, offrant non seulement de la nourriture mais aussi des ateliers psychologiques pour combattre la dépression collective. Émilie, malgré sa douleur, dirigeait avec une force inébranlable, transformant sa souffrance en empathie.
Un soir, lors d'une distribution de manteaux usagés ironie du destin, elle croisa Pierre, affamé et brisé par le chômage. Au lieu de le rejeter, elle lui tendit un manteau, « Prends-le. Frère. Personne ne mérite le froid. » Ce geste, chargé d'émotion, planta une graine de rédemption. La ville, lentement, se réchauffait, des alliances se formaient, transcendant les préjugés. Mais les motins intimes culminaient, forçant Émilie et Sophie à une décision cruciale sur leur avenir. Les tensions atteignirent un pic quand un groupe conservateur, mené par Pierre, organisa une manifestation contre le centre d'accueil, l'accusant de promouvoir des modes de vie immoraux. Des centaines se rassemblèrent devant le bâtiment, scandant des slogans homophobes. Émilie, debout sur les marches, affronta la foule, « Nous aidons tout le monde. » Sans juger. N'est-ce pas ça? L'humanité? Sophie, à ses côtés, tenait sa main. Un acte de défi public. La police intervint pour disperser la manifestation, mais pas avant que des projectiles ne volent, blessant légèrement Sophie au bras. Cet incident fit la une des journaux nationaux, attirant l'attention sur Saint-Étienne et ses luttes. Des dons affluèrent de Paris, de militants LGBT et d'associations sociales, transformant le centre en un symbole de résilience. Mais le coût personnel était immense. Sophie, traumatisée, douta de leur choix, « Vaut-il la peine de risquer nos vies pour une ville qui nous crache dessus ?» Émilie, hantée par son passé, répondit, « Si je renonce maintenant, je serai comme ma mère. » Piégée dans le silence. Leur relation, testée par ces épreuves, se renforça dans l'adversité. Elles décidèrent de s'assumer publiquement, participant à une conférence de presse où Émilie déclara, « Mon amour pour Sophie n'enlève rien à mon engagement pour cette communauté. » Cette déclaration divisa la ville, certains applaudirent le courage, d'autres boycottèrent le centre. Le père d'Émilie, lisant cela, eut une crise de conscience. Il vint au centre, les yeux baissés, « J'ai eu tort. Le froid que j'ai imposé était pire que l'hiver. » Sa réconciliation avec Émilie fut émouvante, mais incomplète, car il luttait encore avec ses préjugés. Pierre, cependant, persista dans sa haine. Il ourdit un plan pour discréditer le centre, falsifiant des documents pour accuser Émilie de détournement de fonds. Quand la police enquêta, Émilie fut interrogée pendant des heures, risquant la prison. Sophie, furieuse, confronta Pierre, « Tu détruis ta propre sœur par orgueil. » Pierre, face à la réalité de ses actes, craqua, « J'ai peur de ce que ça signifie pour moi. Pour notre famille. » Cette confession révéla ses propres insécurités. Peut-être une homosexualité refoulée. Il retira ses accusations. Mais le mal était fait, la confiance publique ébranlée. Le centre faillit fermer. Émilie, épuisée, envisagea d'abandonner. Mais Sophie la convainquit, « Nous avons déjà payé cher, continuons pour ceux qui en ont besoin. » Avec le soutien national, elles rebondirent, élargissant le centre à des programmes pour les jeunes LGBT en difficulté, liant leur lutte personnelle à une cause plus large. La mère d'Émilie s'impliqua, devenant une alliée inattendue, organisant des groupes de parole pour parents. Mais un nouveau dilemme émergea, Sophie reçut une offre d'emploi à Paris. Dans une galerie d'art,
promettant sécurité et acceptation. Viens avec moi, supplia-t-elle Émilie. Celle-ci, attachée à Saint-Étienne, hésita. Si je pars, qui réchauffera cette ville? Ce choix déchirant testa leur amour, rester et risquer plus de douleur? Ou partir et abandonner leur impact? Émilie choisit de rester, forçant Sophie à décider entre son amour et sa survie. Sophie partit seule, laissant Émilie dévastée, mais déterminée. Je t'attendrai, murmura-t-elle au téléphone. Les mois suivants furent solitaires pour Émilie. Le centre prospéra, aidant des centaines, mais son cœur était gelé. Elle apprit que Sophie réussissait à Paris, mais luttait avec la culpabilité. Un appel inattendu changea tout. Pierre, repentant, revint pour aider au centre, avouant ses tourments intérieurs. Tu m'as montré ce qu'est le vrai courage, dit-il. Cette rédemption familiale donna à Émilie une nouvelle force. Elle écrivit à Sophie, la suppliant de revenir. Sophie, touchée, rentra, et leur réunion fut un climax émotionnel. J'ai réalisé que sans toi, même Paris est froid. Ensemble, elles affrontèrent les derniers obstacles, transformant Saint-Étienne en un havre de tolérance. Le centre d'accueil devint un pilier de la ville, organisant des festivals d'unité qui attiraient des visiteurs de toute la France. Émilie et Sophie, maintenant figures publiques, témoignaient dans des conférences sur les droits LGBT et la revitalisation économique. Mais les cicatrices restaient, la trahison de Pierre avait laissé des doutes, et les préjugés sociaux persistaient dans les coins sombres de la société. Émilie, réfléchissant à son parcours, se rappelait ce manteau refusé, symbole de toutes les privations qu'il avait menées là. J'ai transformé mon froid en chaleur pour les autres, confia-t-elle à Sophie lors d'une nuit étoilée. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était plus fort, mais elle savait que la vigilance était nécessaire. Un dernier conflit surgit quand un politicien national, exploitant les tensions locales, proposa une loi restrictive sur les droits des homosexuels. Émilie mena une campagne contre, mobilisant la ville. Pierre, maintenant allié, témoigna publiquement de sa transformation. J'ai failli détruire ma sœur par ignorance, ne laissez pas la peur guider vos choix. Sophie, utilisant son art, créa une exposition poignante sur les histoires de coming out dans les villes ouvrières. Leur effort collectif fit échouer la proposition locale, marquant une victoire morale. Mais le prix fut une fatigue extrême. Émilie souffrit d'un burn-out, forçant Sophie à prendre les rênes. Tu as donné tant, maintenant? Repose-toi, dit-elle. Cette inversion de rôle renforça leur partenariat égalitaire. La famille se reconstruisit lentement. Le père, retraité, visita le centre régulièrement, apprenant à accepter. La mère organisa un dîner où, pour la première fois, Sophie fut accueillie comme compagne officielle. Pierre, en thérapie, avoua ses propres questionnements sur son identité, trouvant en Émilie une confidente inattendue. Ses guérisons personnelles reflétaient le renouveau de Saint-Étienne, de nouvelles entreprises s'installaient, attirées par l'image positive de la ville tolérante. Émilie et Sophie, au cœur de cela, payèrent le prix de leur visibilité, menaces anonymes, stress constant, mais elles persévérèrent. Chaque décision a un coût, murmura Émilie. Mais l'amour en vaut la peine. Au fil du temps,
Leur histoire inspira d'autres, des jeunes filles de la ville vinrent au centre pour du soutien, voyant en elles des modèles. Une jeune femme, similaire à Émilie enfant, raconta son refus familial pour un simple manteau. Et Émilie, émue, lui offrit un œuf, que plus personne ne souffre du froid. Ce geste boucla la boucle, transformant une douleur personnelle en un legs collectif. Sophie et Émilie, envisageant l'avenir, décidèrent de se marier civilement, défiant les derniers bastions conservateurs. La cérémonie, simple et émouvante, unit la communauté autour d'elle. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Des rechutes survinrent, Pierre replongea dans le doute, et des attaques médiatiques persistèrent. Mais elles affrontèrent tout ensemble leur amour comme bouclier. À la fin, Saint-Étienne, autrefois gelé par la crise, rayonnait de chaleur humaine, grâce à deux femmes qui avaient osé être elles-mêmes. Leur parcours, semé de trahison, sacrifice et éveil, posait une question éternelle: sacrifier son identité pour la paix familiale est-il un choix moralement juste? Ou une trahison de soi-même?